Les autres vous donnent des opinions. Karima Brick et Rémi Villemur vous donnent une raison d'en avoir une. Karima, là, on parle tantôt à une sexologue de géolocalisation. Oui. Et pareil que j'ai dit tantôt, une sexologue de la géolocalisation, comme si ça existait dans la branche de la sexologie, la géolocalisation. Non, quand même pas. Mais donc, on va lui parler de géolocalisation. Il y a beaucoup de réactions dans la messagerie texte, des gens qui sont pour ou contre. Il y a des témoignages aussi. Là. Il y a des gens qui disent, moi, je suis mes enfants, je suis mon mari, puis tout va bien. Là. On n'est pas un couple toxique. C'est pour ça que je disais tantôt, moi, j'en connais du monde qui font ça, puis je les connais, là, c'est des amis, puis je pourrais savoir si c'est des gens qui sont des control freaks et ils ne le sont pas. Des fois, c'est juste quelqu'un a eu l'idée de le faire il y a quelques années, et là, ça a comme suivi. Là, ça a comme suivi, fait que t'es pogné là-dedans, pogné peut-être pas le bon mot, mais t'es là-dedans. Et ça ne veut pas forcément dire que tu en as besoin, c'est une vieille habitude. Oui, puis il y a un article dans Le Monde qui parle de ça, notamment sur la Gen Z, la génération Z, comme quoi c'est très, finalement, presque une sorte de banalisation chez les jeunes. Hein, c'est devenu une sorte de réflexe. Ils se géolocalisent aussi entre amis. Ah, tel ami est à tel endroit, tout ça. Donc, ils ont comme un rapport un peu différent par rapport à cette idée là, d'être suivi ou pas. Là. Tu sais, c'est ça. C'est un peu dans des mœurs, je dirais, chez certains jeunes. Mais tu as raison de mentionner qu'il y a eu énormément de réactions. Il y en a qui disent, c'est ça, en toute honnêteté, j'ai de quoi à cacher, alors je suis contre la géolocalisation. Ça, c'est très bon, ça. nous dit un auditeur. Au moins, c'est assez clair. Et ensuite, il y en a il y a Alex qui nous dit « Salut les amis, la géolocalisation, c'est une forme de contrôle pour moi. » OK? Et donc, il y a quand même... c'est ça, il y a pas mal de... Je lis en même temps là, que... Ben oui, voilà. non, mais je reviens quand même sur le moment fatidique où tu décides de ne plus géolocaliser quelqu'un ou de désactiver la géolocalisation. C'est un moment qui est malaisant, Ouais, c'est dont vrai. moi, je préfère me passer. Oui, C'est-à-dire, moi, je me rappelle... juste pour ce moment-là. Moi, je me rappelle d'avoir déjà... mon ex-copine et ses amis se géolocalisaient. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, elles se sont comme un peu embrouillées. Puis, elles ont décidé de ne plus se géolocaliser. Mais là, c'est sûr que tu envoies un signal. C'est comme un peu passif-agressif. C'est comme une rupture. C'est comme une double rupture. C'est-à-dire que tu te chicanes dans la vraie vie. Puis là, en plus, là, tu fais, je vais aller voir si elle me géolocalise encore. Elle me géolocalise plus. Puis là, donc, c'est comme une couche. Moi, je préfère pas vivre ça. Je préfère pas vivre ça, écoute. Non, c'est ça. Mais sinon, il y a Valérie de Montréal qui dit « Ma mère et moi, on se géolocalise. Elle habite seule. » Donc ça voilà. c'est peut-être autre chose. Oui, voilà. Hey, racisme botanique. On va en parler avec Nick Payne dans quelques instants. J'ai vu ça passer dans la presse. C'est un professeur de l'UQAM qui se promène avec un vélo à travers les quartiers de Montréal pour calculer la température. Et lui, il estime qu'il existe une telle chose que le racisme botanique. Ça veut dire quoi? C'est finalement le fait que dans certains quartiers où il y a plus d'immigration, il y aurait moins d'arbres, c'est pour ça botanique, là, il y aurait moins de végétaux qui permettent, par exemple, de réduire la température. OK, d'accord, là. Je sais pas. Le concept, j'en doute un petit peu. Je sais pas. T'es-tu à l'aise avec le concept? C'est-à-dire qu'on retourne dans cette fameuse période où, on parle de racisme systémique et là, on dit finalement, c'est comme s'il y avait une sorte, dans ce cas-ci, presque une sorte d'intentionnalité, là, parce que ça va être des quartiers à forte concentration de nouveaux Québécois, d'immigration. Voyez, là, il y a moins d'arbres. Donc, quelque part, c'est du racisme. Donc, il y a cette idée-là. Ensuite, non, moi, je pense que le terme non, là, je trouve que c'est un peu court là, de mettre une espèce de... Tu sais, le racisme, à un moment donné, c'est la question de la couleur de peau. Il y a une discrimination, c'est même plus qu'une discrimination, c'est le racisme, c'est en fonction de ces critères-là de couleur de peau. Je pense pas qu'on a décidé, là, ça va être des personnes qui ont la peau, peu importe, qui ne sont pas blancs, donc forcément, on va les mettre dans des quartiers comme ça. Et en fait, c'est un débat, c'est apparu un peu, hein, ces concepts-là. On est dans ce qu'on appelle le fameux wokisme. C'est quoi ça? Ces concepts-là, même avec Katrina, aux États-Unis, on disait qu'il y avait une forme de racisme territorial parce que c'était des populations afro-américaines et on avait délaissé parce que c'était des populations finalement noires et on s'en préoccupait pas, ou même du côté dans des grandes villes comme New York, les quartiers avec plus d'immigrants. Donc, c'est un concept. Nick, en fait, tu t'es penché là-dessus, sur ce concept de racisme botanique. Je me suis tellement penché que je me suis presque fait un tour de rein. Écoute, c'est tellement... mais tu as bien fait le parallèle, Karima, c'est en droite ligne avec l'esprit du racisme
racisme systémique. Donc, cette fameuse thèse là, qui est un peu difficile à expliquer et à cerner, tout simplement parce qu'elle a pas de bon sens tant que ça. C'est-à-dire que dès lors que une communauté en particulier, dite racisée, donc on peut identifier peut-être là, par la couleur de sa peau ou ses origines ou que sais-je, fait l'objet d'une disparité par rapport au reste de la population, ça doit être... Par le racisme. Par le racisme. Mais c'est ça. Puis je veux juste amener un point que j'ai pas mentionné. À ce moment-là, si on dit... Parce qu'il y a eu l'exemple de Parc Extension. Tu sais, c'est vrai que pour plusieurs, il y a une espèce de honte parce que tu as le boulevard l'Acadie, là, pour ceux qui ne savent pas, à Montréal. Ville-Mont-Royal, ben oui. Juste à côté, tu as un quartier hyper riche avec des grosses maisons, puis tu sais, de la végétation. Tu as le boulevard l'Acadie qui sépare ça, puis tu as même une clôture. Là. Certains vont dire que c'est une sorte de mur de la honte. À côté, tu as le quartier qui s'appelle Parc Extension, qui est un quartier très pauvre avec une grande, je te dirais, une forte proportion de nouveaux arrivants qui sont là. Mais si tu dis qu'il y a du racisme botanique là-bas, parce que il y a de la pauvreté, il y a des immeubles, tu sais, un peu délabrés, tout ça, pas beaucoup d'arbres, est-ce que du racisme anti-blanc, alors, du côté de Hochelaga-Maisonneuve, dans certains coins de l'est de la ville? Parce que là aussi, tu as des quartiers avec moins d'arbres, mais tu as des populations blanches. Donc, ça serait du racisme anti-blanc là, puis du racisme non, parce que dans l'échelle intersectionnelle là, de cette gauche qui pense comme ça, les Blancs peuvent juste pas être victimes de racisme. Ça n'existe pas, en fait. Ce sont eux les racistes, d'abord et avant tout. Mais tout ça s'inscrit de façon plus large dans... Tu as nommé le wokisme, là, c'est l'étiquette qui était à la mode pendant quelques années pour nommer les théories intersectionnelles, on appelle ça comme ça, là, de la gauche très, très à gauche, très aboutie, qui sont... C'est pas juste dans les universités, là, ça a percolé dans la société. Aujourd'hui, on applique beaucoup, on fait des politiques en fonction de ces thèses-là. Et donc, je vais appeler ça le wokisme pour simplifier, a cette caractéristique-là, c'est-à-dire de prendre des mots forts, crus, durs, qui désignent des réalités pas belles et en élargir le sens pour toujours inclure plus de monde dedans, dans le fond. Alors, on a parlé du racisme, que dire des agressions en tout genre, hein? La fameuse micro-agression ou l'agression. Alors aujourd'hui, par exemple, demander à quelqu'un s'il y a des enfants ou s'il veut en avoir, c'est considéré comme une agression. Demander à quelqu'un quel est son pays d'origine ou a-t-il des origines étrangères, c'est considéré comme étant une agression. Alors que dans le dictionnaire, là, une agression, c'est tu t'empoignes quelqu'un puis tu tapes dessus. C'est presque ça. Les phobies, hein, si tu es dubitatif, par exemple, devant les thèses sur la transaffirmativité, là, c'est-à-dire dès que je dis que je suis un homme ou je suis une femme, il faut que tout le monde me croie. Ben là, tu es transphobe, comme l'islamophobie, comme les phobies de ceci ou cela. Ce n'est plus un avis, une opinion ou un point de vue, c'est une pathologie irrationnelle. Ben, il y a les douces violences aussi. Les douces violences, il y a la violence symbolique. La violence. Symbolique. Oui. On a été violents. Ceux qui se plaignent de la violence sur leur mur Facebook, là, parce qu'ils ont eu des commentaires. Il y a tellement de violence que j'ai été obligé de me retirer. Bon, mais non, c'est pas exactement de la violence. Enfin, disons qu'elle est symbolique au minimum. Le génocide, on en parle beaucoup maintenant. Il y a des génocides, le fameux génocide à Gaza. Alors, ce qui se passe à Gaza est assez monstrueux, mais est-ce que c'est le fait d'une intention d'exterminer un peuple? C'est moins clair. On a fait la même chose avec les Autochtones, le fameux génocide des Autochtones au Canada, qui a fait parler dans le monde entier. Le Canada est désormais un État génocidaire. Pour le moment, on n'en trouve pas la trace. Et il n'y a pas là non plus la démonstration qu'il y a eu une intention de faire disparaître physiquement des peuples. On voulait les assimiler. C'est différent. On pourrait continuer. Le viol, c'est très délicat, mais la fameuse culture du viol qui englobe aujourd'hui beaucoup plus large que le viol au sens classique d'autrefois, qui était l'agression physique avec contrainte, si tu veux. Désormais, on va large là-dessus. Tout ça, le harcèlement, tu sais, au travail, mon patron veut que je travaille plus fort, on me harcèle. Bon. Tout ça fait en sorte que, tu sais, c'est le fameux dicton, là, crier au loup, là, où, à un moment donné, on va avoir affaire à du vrai racisme,
Puis il va être banalisé. On ne saura plus comment le nommer. Les mots ont un sens pour une raison. Et là, je trouve que dans cette famille politique-là, idéologique-là, on travestit le sens des mots, puis on se retrouve avec du racisme botanique. Alors, il fait 3 degrés de plus dans le parc extension parce que tout est en béton. Ça doit être parce que il y a eu du racisme, une sorte de racisme immanent, là, quelque part dans le système, qui a fait en sorte qu'on s'est dit, tiens, à Parc Extension, les gens viennent de l'étranger ou des fois de la deuxième génération, on va leur mettre moins d'arbres. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas trouver les mots puis qu'on préfère prendre des mots qui sont déjà chargés? C'est parce qu'on veut attirer l'attention. Ouais, c'est pour attirer l'attention? Je pense que c'est pour faire du bruit. C'est une attitude qui est celle des activistes un peu. Hein, c'est très militant. Mais justement, la militance, ce n'est pas la science, ce n'est pas non plus la langue, la linguistique. Et là, je trouve qu'on perd quelque chose là-dedans. Oui, mais il y a un impact quand même à ces mots. Bon, tu as dit beaucoup de choses là, dans tes exemples. On pourrait en débattre là, sur chacun des points. Là, oui, non. Ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, moi, je pense que ça peut être violent. Là. À un moment donné, ça peut être ça aussi. Mais un propos peut être violent, tu as raison. Oui, là j'ai été plus large là-dessus. Mais ensuite, on a la violence facile en même temps. Là. Ben, en fait, moi, je suis en train de me poser la question, ces mots-là, est-ce que c'est pas une façon, quelque part, de figer le débat? C'est-à-dire, qui va s'opposer? Qui va oser dire... si on parle de racisme botanique, tu vois ce que je veux dire? Contestes ça, donc, tu dois être en faveur du racisme. Ben, ça fait la performance de ces mots-là, ça fait que ça fige un peu. Puis on se dit, ben on accepte. Puis tu trouves pas qu'il y a un effet... C'est performatif, tu as raison. Exactement, ça classe les gens avec qui on n'est pas d'accord dans les mauvaises catégories. Si j'ai parlé, l'exemple par excellence, là, j'ai osé aller là, c'est le viol. C'est très délicat de contester ça parce que tu as tout de suite l'air de celui qui est insensible à la cause des violences faites aux femmes. Et ça ne devrait pas être le cas. Même chose dans tous les autres cas. Le racisme, c'est la fameuse culture du viol. On ratisse large. Des fois, un clin d'œil est presque dénoncé comme étant un viol chez certains. Là. Et c'est toujours... moi, en tout cas, le point commun, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours la société occidentale qui est visée quelque part. Ah bien sûr. Oui, bien sûr. C'est toujours notre système de valeurs à nous. Les phobies n'existent pas, encore une fois, envers les fameux blancs, là, ni le racisme. Puis on pourrait continuer la liste probablement sur presque tout ce que j'ai... Vous noterez quand la même suprématie. Hein? Vous noterez quand on parle beaucoup de suprématie, la fameuse suprématie blanche, dès que quelqu'un... questionne, par exemple, les niveaux d'immigration. Oui, mais vous noterez quand même que les gens, des fois, qui utilisent ces expressions-là, lorsqu'ils sont appelés à les justifier, parce que si, par exemple, on prend le racisme botanique, si on va jusqu'au bout de cette idée-là, on dit, OK, qui est raciste de façon botanique? La ville de Montréal? Non, je parle pas de la ville de Montréal. Mais vous parlez de qui? On sait jamais qui. Non, mais c'est parce que c'est sûr, c'est comme des pavés dans la mare. En fait, c'est un gros pavé qui lance et ça fait des... Ça scandalise. Ça fait du bruit. Vous énervez pour rien. On a traité personne de raciste. Ben ouais, c'est ça, mais il faut aller au bout de l'idée. Ça doit être parce que vous êtes raciste au fond. Le chapeau vous fait, vous êtes reconnu. Alors, il y a toute cette... comme l'a dit Karima, c'est une façon aussi de classer les gens entre bons et méchants puis de verrouiller le débat. Mais on fait quoi pour sortir de ça? Ben, on rappelle le sens des mots et on a un minimum de... Je déteste utiliser ce mot parce qu'il y a des gens qui l'ont pour vrai dans la vie, mais il faut avoir du courage. Par exemple, quand on est au micro, quand on est dans une salle de cours, faut oser dire les choses correctement, même si on va se faire chicaner puis regarder de travers. Je pense que c'est un processus auquel il va falloir faire face. Puis si on le fait pas, on va se retrouver dans cette espèce de monde de la lamentation perpétuelle où il n'y a plus rien qui a du sens. On a Maxime du Saguenay, mais je suis assez d'accord avec lui. Les woke sont incapables de créer quelque chose. Ils corrompent donc les mots, comme les films qu'ils veulent refaire à leurs images. C'est une vraie critique qui est censée, celle-là. C'est au lieu de bâtir quelque chose, d'inventer un mot, un nouveau mot, et de lui en donner un sens. Peut-être que du côté de l'ultra-gauche, on me répondrait alors qu'on trouverait quand même le moyen à droite de remettre en question cette démarche-là. Je suis assez d'accord avec eux. Je ferais partie de ceux des fois qui demanderaient des explications sur des nouveaux mots, mais quand même, il y a des mots qui sont lourds de sens. Puis ces mots-là n'ont pas le droit d'être volés comme ça et qu'on leur prête une définition qui est mineure alors qu'ils sont déjà chargés de quelque chose. En une minute, es-tu capable de nous parler de Richard Martel qui devient sénateur? Je ne l'ai pas compris, celle-là, moi. Je suis capable d'en parler certainement. Ça me choque. Ce genre d'affaires-là, franchement, ça m'enrage. Et quand on parle des gestes qui entretiennent le cynisme envers la politique, là, c'est devenu un lieu commun de dire ça. Mais quand même, celui-ci en est un. Ce monsieur a été élu l'année dernière.
avec un bon salaire, avec un mandat. Il quitte pour devenir sénateur. Pour quelle raison, au fond? Ben parce que il a un emploi désormais garanti jusqu'à l'âge de 75 ans, un très bon salaire, pratiquement celui du député, là, juste une vingtaine de milliers de dollars différencient les deux, autour de 200 000 $ par année, avec les comptes de dépenses et tout le bazar. Son départ va coûter aux contribuables entre 3 et 8 millions de dollars. Ce serait apparemment le prix d'une partielle dans un endroit comme Chicoutimi-Le-Fjord. Les gens ont déjà voté, là. Ils ne voulaient pas à nouveau choisir quelqu'un. C'est un défaut, c'est un manque de loyauté, c'est une forme aussi de nombrilisme, hein, ou d'individualisme. Je pense à mon portefeuille, parce qu'il n'y a pas de raison. M. Martel pouvait faire avancer des dossiers comme député tout autant et même plus que comme sénateur. Et puis, en plus, c'est une autre note au dossier de Mark Carney, hein, dans sa quête d'affaiblir les conservateurs, qui, moi, je trouve, ne le fait pas bien paraître, parce qu'on pense, c'est la pire façon possible. Faire traverser la Chambre à des gens, c'est une chose. Retirer un élu démocratique pour le nommer sénateur, ce poste totalement anachronique et antidémocratique, en plus, et à nos frais, je trouve ça triste. Merci, Nick Payne. À demain. Salut.